Paris, 1895. La marque Clicia s'installe place Vendôme. Le premier institut de beauté au monde ouvre ses portes. Par la suite, sa prestigieuse école esthétique. La marque Clicia devient la favorite de cours royales et de célébrités. Ses cosmétiques sont distribués dans 40 pays, jusqu'aux Amériques et la Chine. Clicia produit plus d'1 millier d'articles, parfums et soins du visage. Clicia, un siècle plus tard, vous propose des soins riches de son savoir-faire et ses secrets d'excellence. Des rituels chronobiologiques matin, soir et week-end. Clicia, le temps est mon partenaire. Je suis ravi ce matin de t'accueillir sur un nouveau podcast et écoute, je vais te demander de te présenter pour nous en dire un petit peu plus sur toi. Merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait tout aussi plaisir. Écoute, moi pour me présenter, je suis Apolline, j'ai 34 ans. Je suis auto-entrepreneuse depuis janvier dernier avec une société de home organizing que j'ai créée. Et parallèlement à ça, j'ai, comme tout le monde, beaucoup d'activités aussi. Et notamment, je suis sportive puisque je fais du triathlon depuis 6 ans maintenant au sein d'un club. Et je m'éclate là-dedans. Et autant dans la vie associative que dans le sport en lui-même. Voilà, après, je suis quelqu'un de multipassionné, d'autodidacte. C'est comme ça que je me décrirais le plus facilement, on va dire. 34 ans, donc auto-entrepreneuse. Tu as eu au cours de ton parcours certainement dû parcourir d'autres entreprises avant de te lancer. Tout à fait. Oui. J'ai un parcours assez atypique en fait parce que je suis belge d'origine. J'arrivais en France à 14 ans. J'ai poursuivi les études obligatoires, on va dire, jusqu'au bac. Et une fois que j'ai eu mon bac, je suis partie au cours Florent. J'ai été comédienne et mannequin pendant 3 ans. Donc j'ai eu l'occasion de côtoyer un petit peu ce milieu. Et puis à un moment donné, dans ce parcours, j'ai mis les pieds dans une entreprise qui s'appelle ISS. Et donc du coup, j'ai mis un pied dans cette entreprise-là et j'ai évolué en fait au fur et à mesure des années pendant plus de 10 ans sur plusieurs métiers qui m'étaient confiés avec la confiance des gens qui étaient en face parce que encore une fois, ça a été fait de manière autodidacte. Donc avec le boulot, avec l'envie, avec la curiosité aussi de découvrir des nouvelles actions, des nouvelles choses à faire. Et de fil en aiguille, j'ai fait des boulots comme gestionnaire de dressing, responsable clientèle, assistante au niveau opérationnel, assistante au niveau DRH, au niveau plus du groupe en lui-même, jusqu'à terminer en fait sur un poste d'assistante de direction au niveau du CODIR de la filiale France pendant 6 ans. Et comment j'en suis arrivée après à l'entrepreneuriat et du coup à cette nouvelle expérience, c'est tout simplement que on a changé en fait tout ce qui était président et codir, on va dire, il n'y a pas très très longtemps. Et voilà, dans les grands groupes, en général, on met une nouvelle dynamique. Et donc moi j'ai pris mon envol par rapport à tout ça parce que ça faisait déjà pas mal de temps en fait que j'étais dans cette entreprise et dans ce métier, j'avais des choses que j'avais envie de développer et je me suis dit c'est le bon âge, il faut que je le fasse aussi maintenant, sinon je le ferai jamais. Avec toutes ces expériences, de quoi es-tu le plus satisfaite aujourd'hui ? Alors en termes de parcours de vie professionnelle, je suis contente d'être arrivée à faire d'être partie d'Assistana en fait sur quelque chose qui a été clairement initié par mon envie de travailler, mon envie de rendre service et donc du coup d'arriver à ce niveau-là. Côté sport et par rapport au triathlon, moi j'ai réalisé pour le moment un half Ironman et j'en suis très fière, j'en suis très contente d'avoir réussi à travailler sur moi, sur différents aspects pour pouvoir arriver à faire un half Ironman. C'est les deux choses qui ressortent, je pense, le plus. Alors, on va parler un peu de mental. Qu'est-ce que le mental pour toi ? C'est assez vaste au départ. Très honnêtement, pour moi, ça
Ça regroupe pas mal de choses, mais c'est pour moi une aide quand on arrive à maîtriser en tout cas des choses au niveau du mental, au niveau des émotions, qui est clairement une base pour pouvoir rebondir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir ses objectifs. C'est quelque chose qui est devenu important. Est-ce que tu fais une nuance avec avoir un bon mental ? Oui, dans le sens où si on arrive à avoir un bon mental, je pense qu'on se met dans les meilleures conditions pour arriver à ses buts. Donc du coup, le travailler et du coup arriver à le muscler, on va dire, comme pour les sessions de sport. Je pense que ça mène à avoir un bon mental et que du coup, dans les différentes situations de vie, on se retrouve à pouvoir mieux rebondir, à pouvoir mieux interagir et à se sentir mieux. Donc, tu nous as dit que tu étais entrepreneuse, une riche expérience professionnelle et aussi également sportive. Qu'est-ce que tu mets en place dans ton quotidien pour travailler le mental ? Alors, il y a deux choses. Il y a une chose au quotidien qui est liée à la partie entrepreneuriale et juste la journée. J'ai un cahier en fait dans lequel le soir, en général c'est plutôt le soir, dans lequel je note simplement comment s'est passée la journée et surtout 3 choses positives qui se sont passées dans ma journée. Donc que la journée était bonne ou mauvaise, il y a toujours 3 choses qui ressortent et on arrive toujours à trouver 3 choses qui ressortent. Donc ça me permet de m'endormir, on va dire sereinement, avec ces 3 choses positives. Après, dans la partie du sport, je dois dire que c'est nouveau pour moi, cette partie mentale, et je dois encore justement la muscler par rapport à des objectifs de course, par rapport à des entraînements. Et en tout cas, ça passe plutôt par le fait d'être un peu plus douce, on va dire, avec moi-même, parce qu'on parle des objectifs. Quand on fait des séances d'entraînement, on a toujours des paliers à passer, des objectifs, etc. Et ça passe par le fait de revoir la séance, la visualiser, beaucoup de visualisation, et de se dire, voilà, tel palier, peut-être que je n'y suis pas arrivée encore pour le moment, mais voilà, step by step, et pouvoir se poser mentalement justement sur ces étapes en les visualisant. Par rapport à cette préparation, très souvent, il y a des athlètes ou des gens qui disent que pour arriver à être performants, ils ont dû arriver à se connecter avec eux-mêmes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Oui, je comprends, je comprends ce que ça veut dire. J'ai encore un petit peu du mal et je suis assez hésitante parce que je suis novice, on va dire, sur cette partie de mental et je teste des nouvelles choses. Mais je peux comprendre qu'en effet, pour moi, se reconnecter à soi, c'est quelque part se mettre dans sa bulle et se revaloriser, on va dire, personnellement, se redonner un coup de boost. Et donc, voir les forces qu'on a, apaiser aussi les choses et les points de progrès. Donc du coup, pour moi, ce serait ce serait cette partie-là, l'avoir vécu. Oui, je pense pouvoir dire l'avoir vécu, surtout avant une course. C'est-à-dire que juste avant de prendre le départ, quelque part, il y a plus rien autour de moi. D'ailleurs, parfois quand on part avec des amis ou quoi que ce soit, c'est un peu « Oh bah dis donc, juste avant la course, t'es vraiment dans ton monde et dans ton truc. » Mais c'est clairement ça en fait. C'était je me reconnecte à moi, je visualise la course, je me dis « Ok, ça y est, je suis Apolline, je prends le départ et puis je vais faire cette course pour moi. » Et c'est parti les go. Donc oui, pour la connexion à soi, je pense que, en tout cas pour moi, ça représente ça. Tu disais que tu utilisais un carnet pour noter les choses positives de la journée et voilà, favoriser, on va dire, une bonne fin de journée avant de t'endormir. Si je te parle de confiance en toi, qu'est-ce que ça t'évoque ? Un travail de tous les jours, je répondrai spontanément. C'est vraiment ça qui me vient à l'esprit, quelque chose que tu travailles tous les jours par rapport aux situations de vie que tu rencontres, la confiance en soi. Elle est la tienne. Au fil des choses que tu abordes et que tu vis, au fil des choses qui peuvent paraître aussi comme des échecs, petit à petit tu te construis et tu comprends que il y a des possibilités de rebondir justement avec la confiance que tu as en toi. Et donc du coup elle se forge et tu vois que tu arrives à passer ces choses qui sont peut-être plus désagréables dans la vie ou des choses que tu considères comme des échecs. Finalement, en fait, avec un petit peu de temps et en reprenant confiance, en te reconnectant du coup à toi, avec que tu sais de toi, t'apprends à te connaître au fur et à mesure et tu te dis, bon, je vais reprendre quelque part mon fil rouge. Je sais que j'ai ça comme chose positive. Ça me remet en confiance. Ok, je repars sur ma route. Donc, moi, je me suis forgée par rapport à ça. J'ai la particularité d'être HP, au potentiel pour les gens qui connaissent pas ce terme, et c'est quelque chose qui te remet toujours en question aussi par rapport à plein de choses parce que voilà, c'est assez instinctif comme mode de fonctionnement et comme mental. Donc du coup, il y a aussi la part où tu te remets toujours en question face à des gens qui fonctionnent d'une certaine manière. Et du coup, pour avoir cette confiance en moi,
je me remets toujours sur, ok, il y a eu cette réussite, je vais capitaliser dessus, j'ai su rebondir par rapport à tel échec. Et ça va aller de l'avant. C'est comme ça que je construis, et je le construis encore aujourd'hui. Je suis pas, je pense que ça se construit tout au long de la vie, en fait, au fur et à mesure de ce qu'il y a dans ta vie et de ce qui s'y passe. Tu parles d'échecs, d'erreurs. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que vraiment on doit se donner le droit à l'échec ou à l'erreur pour réussir? Oui. Spontanément, je te répondrais oui. En fait, ça fusait dans ma tête avec la question. Il n'y a pas de parcours sans moment, soit d'hésitation, soit de. J'aime pas le mot échec en fait, parce qu'à un moment donné, c'est des expériences de vie, c'est des choses qui font que ta construction va se faire par justement ces moments de vie, alors qu'ils soient positifs, et ça c'est super parce que ça nous donne un coup de boost et c'est top. Mais il y a aussi cette construction qui se fait justement par ces échecs. Encore une fois, j'aime pas le terme, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir accepter. On n'a pas quelque chose de linéaire tout au long de sa vie, avec quelque chose qu'on a prévu, qui va se faire et qui se déroule normalement. Parce que il y a des interactions extérieures, il y a des choses qu'on contrôle pas, et donc du coup le fait de soit réussir à au moins avoir ce fil conducteur, avoir cette confiance en soi, etc. Ça permet de mieux passer, on va dire, cette partie d'échec. Mais oui, je pense que ça fait partie de la route. Est-ce que tu es déjà arrivé de subir des échecs, ou comment tu fais dans ces cas-là pour garder confiance et aller de l'avant? Je m'autorise alors moi je suis quelqu'un qui réagit par les pleurs. Voilà, chacun à sa manière. Alors il y en a c'est la colère, il y en a en fonction des émotions. Moi, je m'autorise à pleurer. Ça me décharge émotionnellement, on va dire. Après, en général, je suis assez fatiguée, donc ça me permet de me poser. Mais en tout cas, j'essaye de prendre du recul seule. Voilà, il y a encore une fois, en fonction des modes de fonctionnement, il y a besoin d'avoir un soutien, d'avoir quelque chose. J'ai besoin de cette phase, et je m'en suis rendu compte justement au fur et à mesure du temps, que quand il y a quelque chose qui va pas ou qui m'impacte, j'ai besoin d'avoir ce temps où je me mets en recul, je pleure un bon coup, et puis je repars de l'avant en regardant en fait ce qui s'est passé avec un point de vue externe, en essayant de me mettre. J'adore la visualisation, et j'arrive très très bien à visualiser les choses. Donc j'arrive à visualiser une situation dans laquelle je suis. Et donc dans ces moments où il y a ces échecs, vraiment j'essaye de vider en fait ma tête, vider ce que j'ai pu ressentir qui était négatif, parce que sur le moment, la phase négative, je la vis, comme tout le monde. Je peux être énervée, agacée, ça peut me saouler. Enfin voilà, il y a plein de choses qui viennent. Mais du coup, une fois que ça a été vécu, j'essaye de me mettre en recul. Je regarde la situation, et petit à petit, je reviens sur mon process et mon fil rouge. Mais ça, c'est venu avec les années. Au départ, j'étais assez réactive, on va dire. Je partais un peu dans tous les sens. Le regard des autres. Est-ce que tu as déjà été confronté au regard des autres, et est-ce que tu es sensible à ça? Ah oui, ouais, beaucoup. Je le dis en toute honnêteté, ouais, c'est quelque chose ça va mieux avec le temps. C'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté pour diverses raisons. Première, je suis quelqu'un qui est assez grande, je fais 1m80, donc du coup, tout simplement. En général, quand j'arrive, c'est vrai que je suis grande. Si je mets des talons, il y a tout de suite le regard des autres. Là, c'est les choses, on va dire, basiques du regard des autres et de l'impact que ça peut avoir sur toi. Pour la petite anecdote, il y a des fois, comme tout le monde, j'essaye d'avoir une vie sociale hors pandémie. Je vais boire un verre ou quoi que ce soit, et j'ai beaucoup de mal à arriver, par exemple, sur le lieu où on va boire un verre en étant tout à fait relax, parce que je sais que je suis grande, etc., que on va me regarder en arrivant, etc. Donc c'est quelque chose qui est pas évident à gérer. Après, la deuxième chose où le regard des autres impacte aussi, c'est que par rapport à cette manière de fonctionner en haut potentiel et avec le format HP, il y a un espèce de truc qui est tronqué dans le regard aussi que peuvent avoir les autres de ma vie, comme si parce que je fais énormément de choses et je fais beaucoup de choses en arborescence, je vais sur un projet, je pars sur quelque chose d'autre, je structure encore une autre affaire, etc. Et j'adore ça et ça me nourrit énormément. Mais pour des gens qui fonctionnent pas comme ça, il y a une espèce de regard aussi qui peut être tronqué en se disant c'est génial, elle a une vie parfaite, elle a pas de soucis, tout coule de source, tout va bien et tout.
et tu rajoutes à ça la partie aussi hyper positive, que j'arrive, je suis quelqu'un de foncièrement positif et je trouve toujours quelque chose de positif dans les situations, même si elles sont compliquées. Du coup, il y a des fois, c'est difficile en fait de regarder les autres, parce que après, tu peux pas te poser quand tu peux pas toujours te confier auprès de quelqu'un parce qu'il y a cette image qui est renvoyée de quelque chose de parfait et tout. Donc beaucoup de un gros travail sur le regard des autres. Tu parles de positivité. Comment toi tu fais pour rester positive quotidiennement? J'ai des petites habitudes, j'ai des petites routines qui me font du bien. Alors je les ai trouvées au fil du temps, c'est celles qui me conviennent. Et je me dis en fait tout simplement que en plus de ces petites habitudes, quand il y a des choses qui sont plus désagréables qui se passent, finalement je me pose toujours la question en me disant bon, est-ce que c'est intéressant de mettre de l'énergie et de mettre du temps sur des choses qui vont pas, ou est-ce que du coup c'est plus intéressant d'aller se focaliser sur des choses qui sont positives, même petites, qui peuvent se passer dans la journée, d'où le cahier à la fin de la journée. Et du coup la réponse est toujours en fait je vais pas passer du temps à m'énerver sur cette situation qui m'a déjà énervé ou qui m'impacte négativement, autant se concentrer sur les choses positives. Allez go, c'est parti. J'arrive toujours à du coup rebondir sur cette partie positive. Est-ce que t'as des trucs pour te motiver? Des trucs pour motiver, ouais. J'ai des objets, j'ai une tasse notamment, je pense à une athlète qui s'appelle Laura Philippe qui a fait c'est une triathlète et qui a fait des objets, là une tasse notamment que j'utilise assez souvent le matin pour me motiver. C'est wake up, work hard and look hot, kick ass, et j'adore ce genre de petites choses, ou alors des petites musiques aussi boostantes, des choses que j'aime bien qui m'inspire, qui me donne du peps, qui m'insuffle en tout cas des choses énergie. Ça me fait du bien. Voilà, mais ça passe au travers de petits objets, de petites choses comme ça. Alors je sais que t'es très organisé, et est-ce que selon toi, il faut avoir un plan pour réussir? Oui. Pour moi, oui, la réponse est oui. Alors, on peut appeler ça plan ou on peut appeler ça objectif, mais en tout cas, à un moment donné, et j'en ai fait les frais aussi, c'est pour ça que du coup, j'en suis convaincue que d'avoir un but et un plan et des étapes pour y arriver est vraiment quelque chose d'essentiel pour arriver justement à ce but. Quand tu l'as pas et quand t'as pas de structuration, souvent tu vas te retrouver dans quelque chose où tu vas te perdre parce que t'as pas cette structure, t'as pas ces étapes. Et finalement, ces étapes et cette structure va te permettre aussi de rebondir quand, par exemple, il y a un moment qui est difficile et un petit peu plus délicat. Tu vas te dire, ok, bon, j'ai la structure, j'en étais là, ça bloque, par exemple, pour arriver à mon but. Ok, bon, je me replace sur l'étape qui était d'avant. Ok, je la reprends et du coup, c'est beaucoup plus fluide pour avancer parce que t'as visuellement aussi et dans la structuration, tu vois où tu en es. Donc du coup, ça permet et d'avancer et aussi de se reposer quand il y a une étape qui met un peu plus longtemps à être passée pour arriver à tes buts. Donc oui, pour moi, c'est vraiment très important. Est-ce que tu as déjà connu, au travers de tes expériences professionnelles ou même sportives, la sensation de ressentir de la pression, du stress? Ah oui, ouais, tout à fait. Oui, pas qui l'a pas vécu de temps en temps. Alors comment tu fais pour la gérer, cette pression? En général, elle vient, je trouve que c'est lié, il y a deux manières d'avoir le stress, on va dire. Soit c'est positif, soit c'est négatif. Stress négatif, on va dire, c'est du coup, on revient sur la confiance en soi. On va avoir un stress parce qu'on nous demande quelque chose ou de passer une étape et qu'on croit pas en soi, qu'on se dit qu'on va pas y arriver, etc. Donc du coup, pour la gérer, on revient sur la partie visualisation, sur le fait de retrouver ces ressources connectées à soi, ce dont on parlait tout à l'heure. Et après, tu as le stress qui peut être très positif. Moi, dans mon cas, il y a plein de fois où du stress peut être vécu, mais par contre extrêmement positivement, parce qu'avec mon mode de fonctionnement, ça me stimule et c'est plutôt positif d'avoir beaucoup de choses à faire en peu de temps, quelque chose qui va me stresser, clairement, mais positivement, en me disant ok, en fait, j'ai ça qui arrive, j'ai ça qui est structuré, et en plus, j'ai une deadline. Donc pour moi, ça va être plutôt motivant. Mais en tout cas, pour le gérer, déjà, savoir se rendre compte si c'est plutôt positif par rapport à soi ou négatif permet de le prendre en compte et puis du coup de le gérer. Tu nous disais donc du coup que tu étais diagnostiqué au potentiel. Alors, je sais pas si les gens connaissent, mais en tout cas, les gens en parlent beaucoup en ce moment. Il y a même une série télé qui passe en ce moment. Oui. Une des particularités des hauts potentiels, c'est que de par leur pensée en arborescence, pas si simple que ça de
d'arriver à se concentrer et de le rester longtemps. Est-ce que toi, tu as des astuces pour arriver à maintenir ta concentration dans le temps? Ouais, je te rejoins. Enfin voilà, c'est quelque chose c'est du vécu. Alors que ce soit une concentration sur le moment pour une tâche spécifique, il y a des fois où ça part très vite. Ou que ce soit sur des projets aussi à plus long terme où tu peux avoir une lassitude qui vient assez rapidement, parce qu'en fait ce qui est hyper agréable pour un HP, c'est la découverte, la curiosité, découvrir des nouvelles choses, et du coup on part sur ce que tu appelais la pensée en arborescence, en gérant tous ces sujets et toutes ces nouvelles choses. Donc ça, c'est hyper stimulant, c'est hyper chouette. Maintenant, dans les faits, on va dire, c'est vrai que pour me canaliser ça et pour essayer de rester sur une tâche, quand c'est des tâches qui sont du quotidien, clairement en fait je m'isole totalement. C'est-à-dire que j'enlève dans mon boulot, je vais enlever les boîtes mail, je vais enlever le téléphone, je vais me concentrer et je vais mettre une alarme parce qu'en fait j'en ai vraiment besoin. Et je me dis ok, là je me mets, alors après ça dépend du temps que je veux allouer à la tâche, mais on va dire je vais mettre 30 minutes, 1 heure, je vais faire des blocs comme ça, où du coup je me dis bon, pendant 1 heure, je reste focus sur cette partie-là parce que j'aimerais qu'elle avance, j'ai envie qu'elle parte, mais je n'ai pas envie d'être impactée, que ce soit visuellement ou par des sons ou quoi que ce soit, parce qu'on est vachement sensible aussi à tout ce qui nous entoure. Donc ce qui fait que j'ai un bureau qui est plutôt épuré, où je vais pas être impactée visuellement, où je vais pas avoir des choses qui me je vais partir une fois que je suis concentrée sur quelque chose en me disant je vais partir sur un autre sujet. Pour les autres personnes, enfin pour les personnes qui écoutent ce podcast, et d'ailleurs je suis en train de le vivre en ce moment même pendant que je suis en train de vous parler, c'est très compliqué en fait pour les HP en effet de rester concentré, parce que je vous donne un exemple, on va avoir un objet qui est en face de nous quand on est en train de parler, et cet objet du coup ça va partir mais direct dans plein de questions, dans plein de choses. Ça peut être un bic où on va se dire ok, le bic, ah oui je vois sa couleur, ah oui du coup ça me fait penser qu'il faut que j'écrive la liste de courses, ah oui du coup la liste de courses il va falloir que et c'est comme ça tout le temps. Donc le fait de mettre des barrières, on va dire vraiment sonores et puis de structurer en se disant bon voilà, je focus 1 heure, j'enlève tout, téléphone, email, je ne suis pas là en fait pour autrui, je suis là sur mon sujet, ça aide à structurer et à canaliser. Il y a une limite à ça aussi parce que il y a beaucoup de structuration dans mes journées, et c'est comme ça aussi que j'arrive à faire beaucoup de choses. Il faut aussi se laisser une part de soupape, et ça c'est compliqué pour le HP parce que tout est très structuré, organisé comme tu le disais. Si les gens s'intéressent au potentiel, ils peuvent lire un livre qui s'appelle Les philo cognitifs, et ça leur donnera un petit peu des explications à tout ce qu'on il y en a beaucoup au quotidien quand on est HP. Il faut rien lâcher. Oui, effectivement, c'est passionnant. Et quand on est HP, il faut avoir aussi une force mentale et ne rien lâcher. Donc, comment toi tu fais pour ne rien lâcher? Il y a des fois où j'ai envie. Alors, en triathlon, il y a un truc que j'adore du coup aussi. Alors ça, c'est un peu hors du cadre pur de la pratique sportive, mais c'est juste qu'en fait, une compétition de triathlon souvent, et je pense que dans d'autres sports aussi, quand on s'inscrit à des compétitions, à un moment donné, on se dit une fois que l'inscription est faite, c'est bon, la grande partie du travail est faite. Tu t'es inscrite à la compétition. Maintenant, il va falloir y aller. Il va falloir se mettre sur la ligne de départ. Donc quelque part, abandonner, c'est pas dans les options du plan, et il va falloir le mettre en place et puis arriver. Et en triathlon, c'est pour ça aussi que j'aime bien cette partie-là, et avec ce qu'on a vu avant du haut potentiel et tout, ça permet justement d'aller au bout et de ne pas lâcher, comme tu dis, sur le fait que tu t'es inscrit à une course, tu vas devoir t'entraîner. En triathlon, en plus, c'est spécifique parce que la grosse et majeure partie du travail qui va être fait, elle va pas être sur la course. Parce qu'en général, c'est des choses, sauf si t'es sur du sprint ou du court distance, où c'est d'autres types d'exercices, d'autres types d'efforts physiques. En général, quand tu passes sur des formats qui sont un petit peu plus longs, du M, du L, jusqu'à l'Ironman, c'est des choses où tu vas devoir gérer ton effort pendant plusieurs heures. Et pour gérer cet effort pendant plusieurs heures, tu dois absolument entraîner ton esprit et ton corps à gérer cet effort pendant plusieurs heures. Et comment tu vas le faire? Tu vas avoir une régularité, tu vas devoir emmener ton corps physiquement à gérer ces heures de sport que tu vas faire pendant la compétition. Et donc, toute la partie qui est avant, donc tout l'entraînement et tout ce que tu vas faire avant, ça te permet de ne rien lâcher parce que t'as cet objectif qui est en face et sur lequel tu t'es inscrit et sur lequel, non, c'est même pas envisageable de ne pas y arriver. Moi, pour le half, je suis quelqu'un qui n'était,
quand je suis rentrée dans mon club, j'avais jamais fait de course à pied, j'avais jamais fait de vélo de route. Et alors courir, c'était bon voilà, j'avais peut-être couru une fois derrière le bus, mais hormis ça, voilà. Et donc le fait de m'être donné cet objectif de Alpha Ironman, ça m'a obligée à ne rien lâcher pendant 1 an de préparation, en étant hyper structurée avec cette partie de je vais à mon boulot, je fais ma sieste pour récupérer, je vais à mon entraînement, etc., etc. Et je répète ça tous les jours. Et finalement après, quand t'arrives sur cette ligne d'arrivée, tu te dis, je suis méga contente et méga fière de rien avoir lâché. Parce que là, du coup, c'est que du bonheur. Au moment où t'es sur la ligne de départ, tu te dis, le truc, il déroule, en fait. Il déroule. Quelle que soit, après, ta notion de compétitivité dans ta tête, quel que soit, c'est le start, il est là et t'es content d'avoir rien lâché. Une question cruciale dans ce podcast. Si tu devais donner des conseils à des jeunes qui vont écouter ce podcast et aussi aux adultes, quel serait ce conseil? Déjà, c'est hyper chouette de partager ça et d'avoir des conseils à donner. Je me considère pas comme quelqu'un qui pourrait donner des conseils. Par contre, sur la propre expérience que j'ai pu avoir, que ce soit en entrepreneuriat tout naissant et que ce soit sur le sport, je pense que garder à l'esprit que il faut avoir une certaine douceur avec soi-même. Parce que parfois, on est aussi parfois très exigeant. On parlait du regard des autres, on parlait des étapes de vie, etc. Faut un petit peu être doux avec soi-même. Que la persévérance et la régularité, en fait, sont vraiment des valeurs qui sont payantes sur les progrès qu'on va faire demain. Et de rester dans cette structuration avec cette régularité. C'est quelque chose d'essentiel. D'être bien entouré aussi, que ce soit dans le sport ou que ce soit dans la partie entrepreneuriat, c'est toujours agréable de pouvoir échanger sur sa pratique, sur ses doutes, sur plein de choses. Donc de bien s'entourer, d'être doux avec soi-même, persévérer de manière régulière. C'est un bon conseil, ça, je crois. Est-ce que tu utilises des phrases clés, des adages, des mots ressources dans ton quotidien pour te booster? Ouais. Alors il y en a 2 qui ressortent que j'aime beaucoup, mais du coup ça aide à sortir des moments qui peuvent être un peu plus compliqués. Il y en a une qui est en anglais. Alors je connais pas l'auteur, j'en suis désolée. C'est juste Stars can shine without darkness. Donc pour ceux qui parlent pas anglais, c'est les étoiles ne peuvent pas briller avec une part sans avoir eu une part d'ombre, on va dire. Donc j'aime bien cette idée de englober dans la vie les moments un peu plus sombres et puis que ça refasse la force justement pour pouvoir briller. Donc ça m'inspire. Et l'autre, c'est une phrase de Frank Zappa que j'aime beaucoup aussi. C'est un esprit, c'est comme un parachute. Ça fonctionne pas si c'est pas ouvert. Et voilà, c'est tout bête, mais ça illustre bien aussi l'aspect positif de la vie. Bon, ça sera la citation de la fin de notre podcast. Et du coup, écoute, Apolline, je te remercie beaucoup pour cette interview et je te souhaite une bonne continuation entrepreneuriale et sportive. Merci beaucoup pour cette invitation, Sébastien. Je suis ravie d'avoir pu partager tout ça aussi avec les personnes qui écouteront le podcast. C'est un vrai plaisir. Merci beaucoup.